Du coup, on va partir dans un autre espace maritime, toujours en Asie, sur les côtes de l'Inde. Je remercie Sylviane Linares pour l'organisation de la journée et puis l'Université Bretagne Sud pour l'invitation à participer à la journée d'études. Alors là, ça va être plutôt sur l'archéologie cette fois-ci et sur les fortifications en relation avec l'espace maritime indien. Alors c'est une recherche qui est encore en cours, donc ça sera justement pour moi l'occasion de pouvoir aussi peut-être poser des questions et puis réévaluer en fait certaines hypothèses sur ces fortifications et les relations avec l'évolution de l'artillerie et les relations avec les comptoirs européens. Alors la côte, donc sur la côte du Konkan, donc là on voit la carte de l'Inde. Et donc vous voyez le site de la Janjira qui se trouve donc au sud de Bombay, de Mumbai, et au nord de Goa. Donc là en fait on a un peu le déroulé de toutes les fortifications qui sont présentes sur la côte du Konkan. Alors très tôt la région intéresse les puissances régionales en raison des voies commerciales maritimes passant par la côte et remontant jusqu'au Gujarat. C'est principalement à la période moderne que les Marathas et les Moghols font de la domination du Konkan un enjeu stratégique majeur, avec l'arrivée progressive des compagnies commerciales européennes s'installant sur les côtes de l'Inde. Donc le fort de la Janjira représente un fabuleux réceptacle d'adaptation à l'artillerie, témoignant de l'évolution de la fortification de la période moderne. Donc cette île fortifiée de la côte du Konkan a acquis son statut d'invulnérabilité puisqu'elle n'a jamais été prise malgré l'acharnement des grandes puissances indiennes et européennes et les nombreuses attaques subies. Largement reconstruit au XVIIIe siècle, tout début du XVIIIe siècle, le fort représente le joyau défensif de la dynastie afro-indienne Sidi. Donc, situé donc, entre Mumbai et Goa, il assure la protection des côtes et de la crique de Rajapuri face aux prétentions des empires indiens, des compagnies commerciales et parfois de la piraterie subie sur les côtes indiennes au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc cette présentation se focalise sur l'étude architecturale et l'analyse du système défensif afin de retracer l'évolution de la fortification et l'adaptation rapide du fort avec l'artillerie européenne, tout en conservant de nombreux canons indiens et des éléments, des caractéristiques qui restent régionales. Donc l'histoire du site témoigne des profonds changements qui agitent l'histoire maritime de l'Inde à la période moderne, avec d'un côté l'établissement des comptoirs commerciaux européens, qu'on a ici, et de l'autre l'établissement des deux grands géants indiens de l'époque moderne, les Marathas et les Moghols. Donc le nom de la Janjira vient de l'arabe Al-Jazira, qui veut dire l'île, indiquant l'origine culturelle des Sidi, dynastie indienne d'origine africaine, qui sont venus par le biais des côtes Swahili, donc d'Afrique. Et cette communauté a emprunté les routes commerciales entre les côtes africaines et indiennes, donc établies depuis l'Antiquité. Et ils s'installent vers le XVe siècle sur les côtes du Gujarat et puis sur les côtes du Konkan. Puis après, à l'intérieur des terres, notamment dans les sultanats du Décan. Donc d'abord au sein du sultanat Barmani et puis après dans celui d'Ahmednagar. L'origine précise du coup on a ici les sultanats. L'origine précise de la construction du fort n'est pas connue, mais il est probable qu'en raison de sa position stratégique, l'homme a fortifié depuis longtemps l'îlot de la Janjira. Donc cette île a été identifiée très tôt par les commerçants Sidi pour s'implanter dans le réseau commercial indien. En effet, donc l'île est directement au large du village de Rajapuri et bien située pour le commerce avec le sultanat Barmani et le Gujarat. Donc c'est en 1489 que le sultan d'Ahmednagar s'empare par la ruse du fort avec l'aide des Sidi et il conquiert une grande partie du nord du Konkan, donc à peu près la vingtaine de forts qu'on retrouve en fait sur toute la côte entre Goa et Mumbai. Donc l'île de la Janjira est confiée à l'un des Tanedars, un administrateur, Ibrahim Khan, en 1527. Et jusqu'au XVIIe siècle, les Sidi restent dépendants des sultans du Décan.
ils acquièrent une solide réputation de marins lors des guerres entre Portugais et Ottomans. Donc, selon l'amiral Pinto, la flotte ottomane d'Aceh incluait plus de 200 marins de la Janjira en 1539. Alors que donc, le XVIe siècle voit l'hégémonie portugaise sur le contrôle des grandes routes commerciales maritimes, le XVIIe siècle apporte de nouveaux concurrents, européens d'une part, avec les Britanniques, les Néerlandais, les Français, et l'émergence de nouvelles puissances maritimes indiennes, des Moghols et des Maraths. Donc le Sardar, le chef militaire Sidi de la Janjira, devient autonome sous le titre de Nawab, de la création d'un État, en fait, un petit État de la Janjira en 1621. Il se détache alors de la tutelle des sultans du Décan, des Adil Shahi. Et donc depuis sa capitale Mouroud, l'État se structure autour du contrôle des côtes du Konkan, un lien avec un vaste réseau de forts connectés sur le littoral, pouvant couper la route du cabotage entre Bombay et le Gujarat au nord. Et puis au sud, Goa et jusqu'au Malabar. Donc avec la fin des sultanats du Décan, les Sidis doivent composer diplomatiquement avec les deux géants indiens. Donc, lors du règne de Shivaji, donc le roi Marathe, le sud du Konkan est toujours dirigé par un capitaine Sidi, Kerat Khan, plus ou moins lié à l'influence de Bijapur. Mais en raison des mauvaises relations avec les Maraths, qui s'emparent de plusieurs territoires de la Janjira, il se tourne vers l'empereur moghol, Aurangzeb, pour lui offrir ses services à partir de 1670. Donc à ce moment-là, Kerat Khan devient le commandant de la flotte moghole. La parfaite connaissance du tracé des côtes et des passages tortueux de toutes les petites criques du Konkan permet aux Sidis et puis aux Angriya, qui sont une dynastie concurrente, de pouvoir attaquer par surprise et pouvoir se replier très rapidement à l'intérieur des côtes. Donc pour mener des espèces de petites guerres maritimes. Donc ces actes justement qui peuvent être qualifiés de piraterie par les Européens sont organisés par les Sidis au profit des Moghols. Donc pour d'une part affaiblir les Maraths, ça permet aussi de pouvoir attaquer des bateaux européens et donc aussi de sécuriser leur propre commerce. Malheureusement pour le petit État Sidi, lié à l'Empire moghol, le déclin du coup, de l'Empire moghol au début du XVIIIe siècle dans le Konkan les place en mauvaise posture. Donc Shivaji, de 1673 à 1676, va tenter à plusieurs reprises d'attaquer l'île fortifiée. Mais malgré la détermination des Maraths, avec l'aide des comptoirs européens, notamment des Britanniques, le siège ne prend jamais et donc le site fortifié de la Janjira reste invincible. Donc, toutefois, cet argument souvent mis en avant par la dynastie Sidi est à moitié vrai puisque les Moghols veillent quand même en arrière, dans l'arrière-pays. Lors des attaques du fort, on va avoir des contre-attaques de la part des Moghols à l'intérieur des terres pour pouvoir détourner l'attention des Maraths et des Britanniques et garder une pérennité. Donc d'ailleurs à ce moment-là, Goa aide aussi les Sidis. Et puis une dizaine d'années d'après, on voit que les Sidis vont à nouveau aider par exemple l'État de Goa pour les protéger contre les Maraths. Donc même les attaques par la mer échouent. Les navires légers de Shivaji n'arrivent pas à percer le cordon des navires Sidis, protégés par les batteries d'artillerie de la citadelle de la Janjira. La supériorité technique des marins Sidis et la défense remarquable de la crique empêchent toute approche. Pourtant, à cette époque-là, les Maraths contrôlent l'intégralité des côtes du Konkan, donc depuis 1675. Avec donc plusieurs fortifications qui sont soit côtières, ou soit directement construites sur des îlots, comme Survanadurg, et donc qui est situé à peu près à 48 km au nord de la Janjira, afin de combattre la piraterie des Sidis. Donc Aurangzeb ordonne à la marine Sidi de supprimer la piraterie occidentale sur les côtes du Konkan et sur la route commerciale entre Surat en Inde et Mocha au Yémen. Il finance en grande partie les Sidis pour les doter de navires à fort tonnage, capables de s'opposer aux Maraths et même aux Britanniques. Quelques années auparavant,
en 1689, Yakut Khan Sidi était déjà occupé de bloquer les routes commerciales de l'East India Company, jugées trop complaisantes à l'égard des pirates européens. Il prend les 3 places stratégiques de Bombay, Mazagaon, Sion et Mahim pendant plus d'1 an, et il bloque le site, la ville de Bombay, sur pratiquement 1 an et demi. Les Sidis sont alors accusés de piraterie, et les Britanniques les désigneront longtemps ainsi, afin de les criminaliser tout au long du XVIIIe siècle. Alors, les Maraths donc, possèdent une flotte importante qu'ils adaptent aux nouvelles formes de guerre maritime au cours du XVIIIe siècle, face aux Européens et contre les Moghols, et donc contre les Sidis. Kanoji Angriya devient le Sarkel, donc l'amiral de la marine marathe. Enrichi par la piraterie, il commande plus de 26 forts de la côte du Konkan et s'enrichit en extorquant les navires des compagnies commerciales anglaises, néerlandaises et portugaises. Donc les Anglais sont également considérés comme des pirates, mais ce n'est pas le cas par exemple pour les Moghols qui les considèrent plutôt comme des ennemis politiques. Alors Kanoji Angriya va justement défaire une première fois la marine Sidi en 1706 et permettant un meilleur contrôle de l'Empire marathe sur toute la côte ouest de l'Inde, donc jusqu'au sud, jusqu'au Malabar. En 1733, les Angriya et les Maraths tentent toujours d'assiéger sans succès le fort de la Janjira. Et pourtant, 3 ans plus tard, ils détruisent une partie de l'armée Sidi à côté de Rewas. Un traité de paix est conclu qui réduit le territoire des Sidis jusqu'à ce qu'il ne représente plus que l'île de la Janjira. Donc c'est pourtant le fait d'avoir conservé, développé et adapté leurs fortifications que les Sidis ont pu résister aussi longtemps. Donc en parallèle, le développement de la marine Sidi leur permis de contrôler stratégiquement les côtes et de faire pencher la balance du côté de l'Empire moghol. Donc là, sur cette représentation, on a plusieurs types de navires, les galivates, qui constituent la majeure partie des flottes marathes et mogholes. Donc ces bateaux larges et rapides, à voile et à rame, sont équipés de petits canons. Et les gourabs sont quant à eux de très gros navires équipés de nombreux canons, utilisés à la fois pour les combats sur les côtes et en haute mer. Donc, dès la fin du XVIIe siècle, la lutte d'influence entre les compagnies commerciales européennes et les puissances indiennes favorise les emprunts technologiques dans la construction des navires et des fortifications, avec des adaptations à l'artillerie européenne, qui deviennent de plus en plus nombreuses et récurrentes. Progressivement, les Britanniques passent d'une conception apolitique de l'espace maritime, une mare liberum, légitimant aussi toute forme d'action violente dans l'océan Indien, qui est éloigné de l'Europe, on fait un peu ce qu'on veut, vers un espace réglementé pour garantir la sécurité de leur route commerciale. Alors les Sidis et les Angriya constituent une menace perpétuelle pour les compagnies commerciales européennes, donc notamment pour l'ambitieuse East India Company, cherchant à dominer l'intégrité de la côte ouest de l'Inde. La piraterie indienne est alors faussement assimilée à celle des Européens, qui sont plutôt liées à des entreprises individuelles et non étatiques. Pourtant, elle dépend essentiellement de puissances indiennes dans le cadre de stratégies militaires plus globales, qu'elles soient à la fois terrestres et maritimes, qu'on peut donc assimiler à des formes de petites guerres. Les Britanniques accusent alors ces pouvoirs d'être despotiques ou refusent de reconnaître l'authenticité politique de toute résistance maritime dans le sud-est asiatique. Progressivement, ils vont interférer dans les affaires de la Janjira et dans celles des Angriya et provoquer des affrontements afin de justifier des répressions de plus en plus fortes au cours du XVIIIe siècle, donc afin d'asseoir le pouvoir complet de l'East India Company. Alors, précisons donc que le déclin des dynasties Angriya et des Sidis est dû plutôt à des pressions économiques qu'à des guerres directes ou à des faits militaires face aux Britanniques. Donc, avec la chute des Maraths et la perte d'influence des Moghols, l'hégémonie britannique reconfigure totalement l'échiquier politique indien. L'État Sidi est reconnu par l'autorité de Bombay en 1834, puis devient un État princier de l'Empire en 1879. Le fort de la Janjira est dévasté par un incendie en novembre 1803, causant de nombreux dommages matériels et plusieurs morts,
qui affectent gravement la situation financière des Sidi. Ibrahim Khan, qui dirige alors le fort, tente de lever des nouveaux impôts pour réparer les fortifications. Mais après sa mort, la Janjira tombe lentement en ruine. Donc une fois inclus dans les États princiers de l'Empire britannique, le fort n'a plus d'intérêt stratégique pour la dynastie Sidi et il perd complètement son intérêt. Donc voilà un peu pour le contexte historique. Donc je vais maintenant passer à l'analyse architecturale du site et de voir un petit peu les éléments qui permettent de l'inclure dans une évolution de l'adaptation à l'architecture, soit d'une part à l'architecture occidentale militaire, aux fortifications bastionnées, et puis à l'adaptation à l'artillerie. Donc la Janjira, qui se situe sur la côte ouest de l'Inde, à 165 km de Mumbai, se situe sur la limite des trappes basaltiques du Décan, donc le grand plateau longeant la chaîne montagneuse des Ghats occidentaux. Et la roche basaltique affleure à plusieurs endroits du site. Alors, on a ici. Et donc le fort insulaire occupe une place stratégique dans l'entrée de la crique de Rajapuri et par extension permet de protéger l'activité commerciale des Sidi. Donc, la défense avec les deux forts insulaires de Murud et de la Janjira est complétée par plusieurs fortins terrestres. Donc ici le fort de Talgad. Et sur une représentation britannique du 19e, on voit sur les collines derrière la Janjira les deux forts de Gosalgad et Talgad qui permettent de verrouiller efficacement le système défensif de la crique et ils servent de point d'observation pour le territoire de l'arrière-pays. Puisqu'ils sont construits au cours du XVIIe siècle, lorsque les menaces d'une attaque terrestre par les empires marathes et moghols planaient en fait, sur le petit état de la Janjira. Alors en arrivant par les terres, le voyageur découvre l'imposant fort de la Janjira trônant dans la baie de Murud et s'élevant au-dessus des flots. Voilà. Alors le plan est avant tout conditionné pour couvrir chaque espace de l'île et empêcher l'ennemi d'y accoster. Le tracé de la fortification suit donc rigoureusement le contour de la côte, en adaptant toutefois son plan de flanquement à l'aide de tours circulaires et massives. L'île fortifiée forme un ovale débordant au sud d'environ 367 mètres de long pour 254 mètres de large. L'ensemble est composé de deux enceintes concentriques avec un fort haut et puis une partie basse à l'est. Échelonnant ainsi donc, la défense vers le cœur où se situent les éléments vitaux des défenseurs en cas de siège, donc le magasin à poudre. Il y a également une enceinte intermédiaire présente uniquement sur le front de mer, donc à l'ouest, permettant de doubler la ligne de feu et de créer une fausse braie. Ce rempart intermédiaire est ponctué de quelques tours, dont une flanque une entrée, autrefois pratiquée dans le front de mer. Elles permettent de prendre en enfilade toute la fausse braie. Donc les murailles sont massives et épaisses de plus de 6 mètres. Elles sont composées d'un rempart doublé par une courtine large permettant la circulation des canons. À l'extérieur, l'élévation de la fortification atteint 15 mètres de hauteur, mêlant à la fois un sentiment de prestige et d'invulnérabilité. Alors le flanquement est assuré par 18 tours semi-circulaires ou légèrement outrepassées de divers diamètres. Donc les tours les plus petites font à peu près de 13 à 18 mètres de large et jusqu'à 28 à 32 mètres de diamètre pour les tours d'artillerie les plus imposantes sur les angles de la fortification. La plupart des plateformes des tours sont fermées à la gorge. Un petit bâtiment quadrangulaire est situé au centre de chaque plateforme sommitale, servant probablement à protéger les canons et le matériel métallique de l'érosion marine. Certains de ces bâtiments servaient aussi de magasins à poudre, puisqu'en 1774, on sait qu'un affrontement entre deux factions Sidi à l'intérieur du fort déclenchera un incendie sur un des bastions et qui découlera sur l'explosion, la destruction du fait de l'explosion d'un des bastions. On accède aux courtines en empruntant de larges rampes, une dizaine au total, nécessaires pour hisser les canons vers les plateformes des tours. Donc la circulation sur la courtine se fait en continu sur l'intégralité du rempart
étant donné que la plateforme sommitale des tours se situe pratiquement à la même hauteur que celle des courtines. Il n'y a pas de commandement entre les tours et les courtines. Alors, la maçonnerie est homogène et se compose de gros blocs quadrangulaires de basalte compact, résistant bien à la forte érosion du contexte marin. Alors, certaines parties hautes, les parapets notamment, sont construits en briques et en utilisant des petits modules de pierre. 3 cordons moulurés rythment la façade des tours et du rempart, délimitant 3 espaces horizontaux liés à la défense. Sous les plateformes sommitales, percées d'ouvertures de tir, se superposent sur 2 niveaux des embrasures à canon en partie basse. Donc, le tir tendu à partir des ouvertures basses permet ainsi d'attaquer les bateaux s'approchant trop près de la Janjira. Donc, ce type de tir est assez unique en Inde, puisque ça nécessite en fait d'avoir des types de canons de 24 livres, des canons plutôt employés par les Européens à cette époque-là. Donc, au contraire du plan bastionné et géométrique, des fortifications et des comptoirs européens, les fortifications côtières indiennes n'adoptent pas les bastions et conservent des grandes tours d'artillerie arrondies. Ce choix s'avère aussi efficace contre les navires, puisque à la fin du XVIIIe siècle, la fortification européenne abandonnera progressivement les bastions quadrangulaires sur les fronts de mer au profit d'un tracé général plus arrondi. Dans le Décan, la réponse de l'architecture militaire face au progrès de l'artillerie prend un chemin différent de l'Europe moderne. Les ingénieurs ont choisi un concept défensif radicalement différent, mais répondant aux spécificités de la guerre en Inde. Donc, au lieu d'enterrer la défense pour protéger les tirs de batterie des canons de siège, on va hisser les canons sur des positions hautes et visibles. Donc, d'abord sur des sites comme Moudgal ou Yadgir, puis après en construisant des bastions appelés cavaliers, parfois pour jucher les canons à plus de 20 mètres de haut. Donc à la Janjira, il y a une combinaison entre le tir en partie sommitale avec du coup des tirs avec des canons indiens utilisés dans la plupart des forts du Décan, et puis des tirs tendus à mi-hauteur des bastions, en privilégiant plutôt l'usage de canons européens. Les parapets sont droits et continus, ou forment des merlons très hauts et larges de plus de 3 mètres. Les parapets des 2 tours encadrant la porte principale de la Janjira sont percés de plusieurs ouvertures, plutôt pour les armes épaulées. Donc oui, la porte monumentale, appelée Darwaza donc en persan, de la Janjira, accueille le visiteur débarquant par bateau au pied d'un escalier menant à l'intérieur du fort. Elle se situe à l'est de l'ensemble fortifié, face à la terre. Flanquée par 2 tours semi-circulaires, la porte est plus haute que large, donnant l'impression d'être à la fois dissimulée, tout en gardant son aspect ostentatoire. Donc une inscription est encadrée par 2 lions surmontant l'arc brisé de la porte. Elle est actuellement illisible. Pourtant, elle a été vue par des épigraphistes au début du XXe siècle, mais non publiée. Elle est surmontée par une bretèche pour la défense en tir fichant, aménagée dans le poste de guet, donc appelé atalou, en briques, qui est construit en briques. Le plan de la porte crée une chicane obligeant l'assaillant à s'exposer au tir des défenseurs dans l'escalier avant de pénétrer dans le fort. Donc les 2 vantaux en bois montés sur crapaudine sont toujours conservés. De chaque côté de la porte, des représentations symboliques de lions agrippant ou surmontant des petits éléphants, comme on voit ici en bas à droite, se rapprochent de l'iconographie rencontrée traditionnellement dans les forts du Décan. Du côté du front de mer, une plateforme basse, aujourd'hui arasée et ruinée, servait de seconde entrée dans le fort, à Daria Darwaza, donc on pourrait qualifier de poterne. Un escalier permet d'accéder vers la plateforme basse depuis la mer, puis un second escalier accède vers l'intérieur de la fortification à travers une porte aménagée en chicane au droit d'une tour, donc qui se trouve aujourd'hui cloisonnée. Donc le fort haut se situe à peu près à 14 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, donc sur le sommet du promontoire qui domine l'île.
et aménagé en plusieurs terrasses intermédiaires entre les deux enceintes fortifiées. Donc il est protégé par une simple fortification construite sur une escarpe contre le promontoire rocheux. Seulement 3 petites tours arrondies ont été ajoutées afin de garantir un flanquement. Les réserves d'eau, deux grands réservoirs de plus de 10 mètres de profondeur, se situent en contrebas du fort haut, à proximité d'un ensemble de petits bâtiments ayant pu servir de grenier ou de réserve, garantissant la survie de la garnison lors d'un long siège, comme ce fut le cas contre Shivaji, où on a des sièges assez réguliers pendant 3 ans. Une petite mosquée se situe au bord du réservoir. Donc, sa façade est décorée de moulures stuccées, fleurs de lotus, encadrement des baies, qui rappellent les décors des monuments de Bijapur de la période Adil Shahi, donc au XVIe, XVIIe siècle. Donc, au XVIIIe siècle, plus de 570 canons étaient installés sur les bastions et les courtines de la Jangira. Il en reste 75 de nos jours, qui ont fait l'objet d'une étude récente de notre collègue archéologue Tejas Gardje, Abid Ambekar et Rohini Pandey. Plusieurs de ces canons sont toujours en position sur les ouvertures de tir, mais la plupart étaient montés sur affût mobile afin de pouvoir les déplacer rapidement sur les courtines pour optimiser la défense des zones attaquées lors d'un siège. Donc avec l'usage des rampes d'accès sur les bastions. De nombreux canons sont européens à la Jangira, démontrant la proximité des comptoirs européens et la grande perméabilité des échanges de matériel militaire et d'adaptation technique. Un tube d'artillerie est daté par une marque de fabrique de 1638. Il y a aussi plusieurs canons portugais à la Jangira, en raison de l'alliance des Sidi avec les Portugais depuis 1688. Au contraire des forts à l'intérieur des terres où l'affût mobile et les canons européens sont sous-représentés, la Jangira accueille très tôt dans son parc des canons en fonte. Certains canons d'origine occidentale ont été modifiés ou réparés, donc comme le canon 23 ici en haut, ont été réparés probablement sur place avec l'ajout d'anneaux cerclés en fer soudé, qu'on peut voir sur les canons indiens de la même période. Donc l'artillerie indienne est aussi représentée, mais sera progressivement déclassée au cours du XVIIIe siècle. Parce que l'usage de l'artillerie européenne se fait plus important lorsque les Britanniques commencent à utiliser des canons de 24 livres en fer forgé, quand le fer commence peu à peu à supplanter l'artillerie de bronze pour les forts calibres, grâce au progrès de la métallurgie. Donc notamment à la bataille contre le Nawab du Karnataka en 1746. Donc l'impact sur les Indiens crée un changement radical dans les mentalités. Les puissances indiennes font l'acquisition de canons et de mousquets, et de nombreux artilleurs européens sont recrutés dans les armées locales pour enseigner les nouvelles pratiques. Mais il faut attendre quelques dizaines d'années pour que l'organisation militaire des armées indiennes change et s'adapte à la discipline européenne nécessaire pour l'utilisation optimale de l'artillerie dans une stratégie globale de l'armée. Donc ces adaptations à l'artillerie européenne arrivent donc beaucoup plus tôt sur la côte du Konkan, dès le début du XVIIIe siècle, en raison de la pression des guerres maritimes. Témoignant de ces emprunts ou adaptations à la fortification occidentale, les plateformes d'artillerie des bastions sont conçues pour accueillir des canons montés sur affût mobile et non sur des pivots, comme c'était le cas dans les forts du Décan préexistants. Malgré la préférence des Sidi pour l'artillerie européenne pour protéger le fort, 3 canons de facture indienne gigantesques trônent toujours sur les courtines de la Jangira, dont le Kalal Bangdi, qui est le 3e canon le plus lourd conservé en Inde. En raison de leur poids, ces canons n'étaient pas vraiment précis, mais devaient être employés pour produire un bruit impressionnant, afin d'effrayer l'ennemi s'approchant trop près des murailles. Alors pour conclure en quelques mots, les fortifications de la Jangira témoignent de la lutte d'influence entre les compagnies commerciales européennes et les puissances indiennes au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, favorisant les emprunts technologiques dans la construction des navires et des fortifications, avec de nombreuses adaptations à l'artillerie européenne.
Ces modifications précèdent de plus de 50 ans les changements dans l'organisation militaire des armées indiennes pour l'utilisation optimale de l'artillerie et des adaptations similaires des forts de l'intérieur des terres à l'artillerie européenne. La piraterie a été un des éléments de pression directe pour favoriser ces changements rapides dans le cas de la Janjira. Menaçant constamment l'intégrité du territoire sidi, l'adaptation continue de la défense des sites du Konkan, comme Revdanda, Manikdourg, Vijayadurg, les photos qu'on vous a montrées précédemment. Donc, cette adaptation continue des fortifications constituait la réponse adéquate pour se prémunir des attaques maritimes ou terrestres et protéger les ports dans les criques. Au contraire des forts occidentaux, dont ceux des Portugais à Goa comme à Guada, les Maraths, les Angrias et les Sidis n'adoptent pas le tracé bastionné. Toutefois, les Sidis et les Angrias vont adopter rapidement l'artillerie européenne pour la défense des forts et probablement pour l'usage sur les navires. Le choix d'adopter ou d'adapter ou non des technologies venues d'ailleurs réside avant tout dans le mode de combat et dans la stratégie militaire qui diffère entre l'Inde et l'Europe. Les forts côtiers ont nécessairement dû suivre les innovations des technologies maritimes et l'évolution du combat naval pour s'adapter à une puissance de feu et une efficacité accrue dès le début du XVIIIe siècle, de la part de la majorité des navires sur les côtes du Konkan. Je vous remercie.